Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour écouter le général Henri Roure qui était l'invité de TVL. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo, sur Patreon, sur Tipeee, bref. N'hésitez pas, vous avez tous les liens de me suivre également sur Facebook. D'ailleurs, on est bientôt 30 000 sur Facebook, donc merci à tous pour ce beau succès. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Bien, je me suis mis à leur place. Vous savez, c'est toujours intéressant quand on fait de la géopolitique d'anticiper. Mais de toute façon, la géopolitique, c'est de l'anticipation. Je suis persuadé, et mon ami Jean Gouechman également, et quelques autres amis avec lesquels je travaille, que l'Union européenne et l'OTAN sont des aberrations. Ce sont des aberrations historiques. Si vous regardez l'histoire sur 1500 ans, ce sont les nations qui se sont lentement construites et depuis 1945, il y a eu un mouvement promu par les États-Unis qui avaient à l'époque intérêt et puis par un certain nombre de personnages qui étaient leur relais, notamment en France, mais pas seulement. On peut parler d'Hallstein, on peut parler de Gasperi, de Spaak. En France, c'était Schuman et Monnet, Schuman et Monnet, qui imaginaient la fin des nations et la création d'un État fédéral en Europe. Pour assurer la défense de cette future fédération, il fallait un outil militaire et c'était l'OTAN. Donc il y a un couple qui a perduré après la dislocation du pacte de Varsovie et la fin de l'URSS entre l'Union européenne et l'OTAN. Alors, tout est parti en réalité de cette volonté états-unienne, mais il y a eu le traité de Rome. Le traité de Rome en 57. Je dis dans ce bouquin que si le traité de Rome avait été présenté un an plus tard, le général de Gaulle ne l'aurait jamais signé. Pourquoi ? Parce que d'emblée, il est dit dans le texte qu'on devait aller vers une intégration de plus en plus forte des pays européens. C'était une aberration. Alors, cette Union européenne, elle a pris plusieurs formes. D'abord, c'était le marché commun. Marché commun, pourquoi pas ? Le général de Gaulle n'était pas hostile. Encore que, vous savez, il y a eu un moment où il s'est entretenu avec Perfit et il parlait de l'évolution du marché commun déjà vers une sorte de communauté européenne. Et de Gaulle a dit à Perfit, vous savez, je cite, « La France a vécu sans le marché commun. Elle pourra très bien vivre sans le marché commun. » Il ne connaissait pas encore l'Union européenne. Il n'aurait jamais admis l'Union européenne, bien évidemment. Alors après ce marché commun, il y a eu cette évolution, avec l'augmentation du nombre de pays participants à 9, puis aujourd'hui on doit être autour de 27. Et ces pays qui ont des préoccupations différentes, qui ont des ambitions différentes, on essaie de les mettre dans un ensemble fédéral. C'est une absurdité. Une absurdité. Vous savez, Murdell, qui a été prix Nobel, disait que pour faire un pays, il fallait qu'il y ait une communauté de pensée. Vous croyez que les Polonais pensent comme les Italiens ? Vous croyez que les Espagnols pensent comme les Hongrois, etc., et que les petits États pensent comme les grands États. Comme disait De Gaulle, on ne fait pas de mayonnaise avec des œufs durs. Mais il avait parfaitement raison, le grand personnage. Là. Et donc, cette espèce d'organisation aurait nécessité une répartition des productions. Il n'y a pas de répartition de production, c'est pas possible. Une pensée unique, il n'y a pas de pensée unique, je reviens là-dessus. Une ambition collective, il n'y a pas d'ambition collective. Une monnaie commune, ça on en a une, et puis une direction unique et une langue commune. Alors on essaie la langue, on essaie de promouvoir la langue anglo-saxonne, mais ça marche pas. Alors cet ensemble, on nous l'a quand même vendu depuis sa création comme étant la volonté de nous protéger contre les États-Unis, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ?
Alors, cher ami, d'abord, c'était un mensonge, parce que l'Union européenne était intime des États-Unis. Je rappelle que Monnet et Schuman étaient des banquiers qui avaient travaillé à Londres et dans les banques américaines. Donc, il ne faut pas raconter de coups. Là, il y a eu une intimité entre ce qui est devenu l'Union européenne, enfin là, ce que certains appellent la construction européenne, et les États-Unis. Bon, on peut aussi parler de M. Hallstein, qui a été le premier dirigeant de la Commission européenne et qui était un transfuge de l'armée nazie. De l'armée nazie. Recyclé aux États-Unis, renvoyé en Europe pour faire ce projet de Das Neue Europa, qui était en réalité le projet qu'Hitler avait mis sur pied avec les juristes italiens de Mussolini, n'est-ce pas? Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, et à propos de Hallstein, ça a valu à la France de faire la politique de la chaise vide. Ouais. Parce que De Gaulle n'était pas d'accord avec ce qui était en train de se tramer. Donc aujourd'hui, alors ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que l'Union européenne n'a d'unité que dans la guerre en Ukraine. Enfin, d'unité. Façon de parler. Et c'est même pas l'Union européenne. Bon, il y a Madame von der Leyen qui est à la manœuvre, parce que c'est une germano-américaine, il faut le dire. Et elle est liée à la finance internationale, ou plutôt la finance anglo-saxonne, comme le sont les trois responsables des pays qui sont à la manœuvre, parce que c'est pas l'Union européenne. Il y a la France, associée avec le Royaume-Uni, la France de M. Macron, qui vient de chez Rothschild, M. Merz, qui vient de BlackRock. Il a été le président de BlackRock, exact. Le fonds de pension en Allemagne. Européen. Et puis, il y avait M. Starmer jusqu'à il y a peu, mais je ne pense pas que son successeur M. Burnham va prendre change quoi que ce soit. Et c'était la City. Donc, ces gens-là sont à la manœuvre parce que il y a un intérêt en Ukraine, l'intérêt ou l'imaginaire. Vouloir fédérer, parce que on le sait, pour fédérer une nation, il n'y a rien de mieux qu'une guerre. Mais il n'y a pas de nation européenne. Donc vous voyez bien que les pays européens tirent à huée à dia et que les populations ne sont pas d'accord avec cette guerre en Ukraine où l'Union européenne s'use. Justement, on va parler du pourquoi les européistes s'intéressent autant à cette région, l'Ukraine. Mais j'aimerais que vous me disiez pourquoi la fin de l'UE et de l'OTAN est pour vous inéluctable. Elle est inéluctable. J'étais en train de le signifier. Ces pays européens ne s'entendent pas. Et puis il y a quand même une rupture qui s'analyse un peu partout dans ces principaux pays entre la classe dirigeante, on peut qualifier d'oligarchie ou de plutocratie comme vous voulez, et le peuple. Et le peuple, regardez, en France, c'est clair, il y a un rejet de la classe politique qui est incapable de défendre les objectifs du peuple. Et qui plus est, le peuple n'a pas été consulté depuis 2005. Mais ça aussi, c'est valable en Allemagne. Regardez, 90% des jeunes sont hostiles à la guerre en Ukraine et contestent la politique du gouvernement. Et je suis persuadé que dans d'autres pays, c'est à peu près la même chose. Et il y a donc cette rupture entre la classe dirigeante qui fait la politique de l'Union européenne, mais pas seulement, c'est la politique de l'Europe. Les Britanniques sont plus dans le dispositif. Pourtant, ils sont associés dans cette guerre en Ukraine. Alors, et là, je crois qu'il y a une relation que l'on ne souligne pas, c'est la relation entre ce que Kennedy avait appelé déjà, Eisenhower auparavant, et puis que Trump a relevé, c'est en anglo-saxon, c'est le deep state, c'est l'État profond. Alors qu'est-ce que l'État profond ? L'État profond, c'est la finance internationale, internationale, essentiellement germano-anglo-saxonne ou anglo-saxonne, qui vise le mondialisme, la gouvernance du monde. Et on retrouve cet État profond à la manœuvre en Ukraine. Sur ce fameux État profond, sur ces puissances financières dont il parle à la fin et qui fait fantasmer tout le monde, et notamment nous sur Internet. Faut bien comprendre une chose, il cherche une domination
Ils l'ont obtenu, en tout cas chez nous, pour une raison toute simple. Parce qu'on l'a laissé faire. Parce que nos élites, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient économiques, eh bien, ils l'ont acceptée et puis ils la vendent. Tout simplement. Arnaud Montebourg, souvenez-vous de sa sortie. Le prix de la trahison de la France, 10 à 15 millions d'euros. Voilà. C'est pas si compliqué. En fait, on en fait toujours tout un pataquès. C'est l'état profond. C'est toujours quelque chose qui est au-dessus de nous. Mais en fait, pas tant que ça. Si demain vous avez un pays, une élite qui refuse, si vous avez une politique dite patriote, bah vous n'avez plus ces problèmes-là. Donc toutes ces élites financières, bah, ça ne devient plus votre problème. On n'a pas de rapport de force avec eux parce qu'on ne veut même pas le mettre. Parce qu'on est déjà à genoux, on est déjà allongé devant eux. Donc c'est normal. En fait, il n'y a que puissance supranationale, que ce soit l'Union européenne ou des banques, que si vous l'acceptez. Je ne crois pas que des pays comme la Chine soient très emmerdés par les gens que vous pouvez retrouver au Forum économique de Davos. Je ne crois pas qu'ils tentent quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ils ont tenté des opérations en Chine. Vous savez comment ça s'est fini? Mal. Extrêmement mal. C'est-à-dire que ces gens-là ont perdu la vie. Le message est clair. Vous ne venez pas chez nous dicter ou prendre le pouvoir, sinon on vous éliminera. Alors évidemment, on va me dire, ouais, mais attends, c'est la Chine. Oui, mais je vais dire du bien d'un président. Alors, retenez bien ce que je vais dire. De François Mitterrand. Personne ne se souvient que François Mitterrand avait fait expulser des agents de l'étranger et des étrangers du sol français à l'époque pour ingérence. Eh oui, François Mitterrand. C'est assez rare que j'en dise du bien, mais lui, il l'avait fait, par exemple. Donc c'est possible. Tout ça, ce n'est que de la volonté. Vous voulez être corrompu, vous voulez vendre votre pays, ou l'inverse, vous voulez un pays fort et indépendant. Effectivement, ça passe par couper les ponts avec toutes ces organisations-là. On parle souvent de Soros en France. Oui, toutes ces fondations, toutes ces associations en France, en Europe, financées par Soros, c'est un problème. Mais c'est un problème parce qu'on le laisse faire, en fait. Ces gens-là n'ont de pouvoir et de puissance par rapport à un État et donc une nation. Ils n'ont que de pouvoir que le pouvoir qu'on leur donne. Demain, si vous interdisez les financements de Soros en France et que vous faites fermer toutes les officines qui ont touché de l'argent en France et que vous utilisez la loi sur l'ingérence étrangère, terminé. Vous n'avez plus aucun problème. La Russie l'a fait, ça, par exemple. Je ne parle même pas de la Chine. Ils n'osent même pas y mettre un pied, d'ailleurs. Donc, vous voyez, on se fait d'un monde, on se dit « Ah, mais comment on va pouvoir, il y a ça, il y a ça, il y a ça ». Si demain, vous avez envie de les éliminer, vous les éliminez. Au sens propre comme au sens figuré. C'est ce qu'un État a toujours fait. Vous pensez que De Gaulle, il faisait comment? Vous pensez que De Gaulle n'était pas emmerdé par les mêmes personnes à son époque? De Gaulle aussi. Je vous rappelle qu'on a quand même essayé de le tuer 7 fois, quand même. 7 tentatives de meurtre sur le général de Gaulle. Eh bien, le général de Gaulle avait toujours la même sanction. Aucune pitié. Aucune pitié pour les ingérences étrangères, aucune pitié pour les Français qui se vendent à l'étranger. Et quand vous fonctionnez ainsi, quand vous avez une réponse qui est rapide et brutale, eh bien le message que vous envoyez, c'est « pas chez nous ». Et tout d'un coup, vous allez retrouver une souveraineté qui va vous tomber du ciel. Enfin, du ciel, non, parce que vous allez y mettre tous les ingrédients du caractère, de la volonté et des sanctions. Mais la sanction, c'est à l'image de la France. Il n'y a pas de sanctions pour les crimes, il n'y a pas de sanctions pour les pédos, il n'y a pas de sanctions pour toutes ces associations, fondations qui reçoivent de l'argent de l'étranger, il n'y a pas de sanctions pour les patrons français qui vendent leurs entreprises stratégiques à des consortiums américains. Personne ne reçoit jamais une sanction, ce n'est de la faute à personne, et c'est toujours l'autre. Le jour où vous arrêtez d'avoir cette mentalité-là, et que vous sanctionnez ce qui doit être fonctionné, vous allez voir, le pays ira beaucoup mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.